Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un truc assez particulier en philosophie. Ah oui. De quoi s'agit-il? Eh ben, il arrive que des philosophes, et pas des moindres, reviennent sur ce qu'ils ont dit. Ils admettent s'être trompés ou être arrivés à une impasse. C'est assez fou, non? Effectivement, c'est plutôt remarquable. On imagine mal, disons, Kant ou Hegel faire ça, renier publiquement leur propre fondation. Exactement. Et les textes qu'on a là suggèrent que ce n'est pas si rare, surtout dans la tradition analytique en fait. Des figures majeures ont parfois profondément révisé leurs idées. Tout à fait. Et c'est ça qu'on va explorer. Cette dynamique d'évolution, cette autocorrection, en regardant les parcours de Bertrand Russell et, de façon encore plus spectaculaire, Ludwig Wittgenstein. Voyons ce que ça nous dit. Allons-y. Alors, Russell pour commencer. Son cheminement est tout sauf droit, hein. Il part d'influences idéalistes, on parle même de Hegel, Oui, au début. puis il bascule vers un réalisme assez fort. Et ce qui est intéressant, c'est que son travail en logique mathématique semble le pousser à dire que les relations existent vraiment, indépendamment de nous. C'est une rupture, quoi. Et son dialogue avec Frege est aussi très parlant, la fameuse distinction Sin et Bedeutung. Le sens et la référence, disons. Oui, Russell a d'abord essayé d'intégrer ça, puis il a dû ajuster sa propre théorie des expressions dénotantes de 1903. Ça montre bien ce processus. On essaye, on voit les problèmes, on ajuste. et c'est là qu'arrive sa théorie des descriptions définies. Brillant, ça, pour parler de l'actuel roi de France sans devoir dire qu'il existe d'une certaine manière, comme chez Meinong. Exactement. Ça permet de dire que la phrase « l'actuel roi de France est chauve » a un sens, mais elle est fausse, simplement parce qu'il n'y a personne qui correspond à l'actuel roi de France. C'est une solution élégante, vraiment. Très élégante. Bon, et alors Wittgenstein? Là, le changement est encore plus radical. On parle souvent du premier et du second Wittgenstein. Oui, c'est presque deux philosophes différents. C'est un peu ça. Le premier, c'est le Tractatus Logico-Philosophicus. L'idée d'un langage parfait, logique, qui serait le miroir de la structure du monde. L'atomisme logique. Un langage idéal où les noms collent directement aux objets simples, et les mots comme et ou non, ils ne représentent rien, ils articulent juste. C'est ça. Voilà, c'est une vision très exigeante. Le langage doit se plier à la logique du monde. Et puis, le grand virage. Et puis, le second Wittgenstein, celui des recherches philosophiques. Là, c'est un virage à 180 degrés. Fini le langage idéal. On regarde le langage ordinaire, celui qu'on parle tous les jours. Ah oui. Le sens d'un mot, ce n'est plus l'objet qu'il désigne, mais comment on l'utilise. Dans plein de contextes différents, les fameux jeux de langage, les spiels. Et ces jeux sont liés à nos façons de vivre, nos pratiques, les formes de vie, Lebensformen. Tout à fait, c'est ancré dans la vie concrète. D'ailleurs, d'autres comme Ryle ont aussi fait ce mouvement vers le langage courant à cette époque. Ce n'était pas isolé. Donc la philosophie change de rôle. Elle ne cherche plus une vérité cachée derrière les mots, Non. mais plutôt à clarifier comment on utilise ces mots pour démêler les nœuds dans notre pensée, les crampes mentales, comme il dit. C'est exactement ça. Et cette tendance à se remettre en question, ça ne s'arrête pas à Russell et Wittgenstein. Les sources mentionnent Carnap, qui ajuste ses critères de signification, Mhm. John Rawls, qui modifie sa théorie de la justice après les critiques, Philippa Foot, qui doute de l'universalité de la raison morale. On peut reprendre l'image de Nelson Goodman, là, avec les cartes. La philosophie crée des cartes conceptuelles de l'expérience. Et comme pour les cartes géographiques, différentes cartes peuvent être utiles et surtout, il faut parfois les redessiner quand on comprend mieux le terrain. C'est une bonne métaphore. En résumé, ce qui frappe dans cette tradition analytique, c'est cette capacité notable à l'autocritique, à la révision, parfois de fond en comble. Les exemples de Russell, et oui, surtout Wittgenstein, le montrent de manière éclatante. Et pourquoi c'est important d'insister là-dessus? Parce que ça dit peut-être quelque chose de fondamental sur la recherche philosophique elle-même, en tout cas dans ce courant. Ce n'est pas une recherche de dogme, gravée dans le marbre, Non, pas du tout. mais plutôt une quête de clarté qui accepte qu'on puisse se tromper, qu'il faille parfois tout reprendre. C'est peut-être ça sa force, une approche de la vérité plus dynamique. Et ça nous laisse avec une question, pour réfléchir un peu. Cette plasticité, cette volonté de repartir à zéro, est-ce que c'est le signe d'une méthode particulièrement honnête, ouverte, ou est-ce que ça révèle une difficulté intrinsèque à la philosophie? Cette difficulté à trouver des fondations vraiment stables, définitives. Une question ouverte.